de requin sur la forme de DVD là. Ah, je l'ai eu cette saloperie. Bah, quoi, me regardez pas comme ça, hein. On va parler des films de requins, c'est pas du cinéma d'auteur. Et puis, c'est toujours plus crédible qu'une tornade de requins, hein. Bah quoi, qu'est-ce qu'il a mon cosplay de Martin Brody dans Les Dents de la Mer? Moi je le trouve trop bien. Oh, pardon. Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de La Boîte à Films. Aujourd'hui sort en salle Un eau trouble, l'adaptation du best-seller de Steve Alton, Mégalodon. J'avais très envie de faire un oui mais dans le livre sur le sujet, sauf que j'ai pas encore vu le film. Et je me suis dit que certains d'entre vous étaient peut-être encore en vacances, en train de se baigner au bord de la plage, de faire du surf, de la plongée sous-marine peut-être, et que du coup j'allais vous pourrir le reste de vos vacances en vous parlant de films de requins. Et surtout en se demandant pourquoi ils sont quasiment tous nuls à chier. Ces films, comme la plupart de films d'attaque animale d'ailleurs, jouissent depuis des années d'une réputation de navets, de sombre merde ou de nanar pour les plus chanceux. C'est devenu un véritable sous-genre du film d'horreur particulièrement prolifique. Et contrairement à ce que la plupart des gens pourraient penser, le premier film de requin n'est pas le cultissime Les Dents de la Mer, mais un film de 1969 nommé Kane en version française ou Shark en version originale. En fait, il devait au départ, comme dans la version française, se nommer Kane. La trame du film ne tourne pas autour des requins, enfin, pas tant que ça, car c'est l'histoire d'un homme qui se voit proposer un job pour des soi-disant recherches scientifiques. Il s'avère en fait que ses employeurs sont des chasseurs de trésors qui veulent retrouver des lingots d'or au fond d'une épave engloutie dans des profondeurs infestées de requins. Le film raconte donc plutôt la chasse au trésor qui se traîne en longueur d'ailleurs et qui vous donnera envie de bâiller. Sauf que, pendant le tournage, un cascadeur du nom de José Marco s'est fait dévorer par un requin et sa mort a été filmée. Elle n'a pas été conservée à l'écran, fort heureusement, même si ça a alimenté la rumeur, mais les producteurs ont profité de ce tragique accident pour en faire un argument de vente et créer la hype autour du film. Patron, c'est horrible. Et quoi, qu'est-ce qui s'est passé? La caméra est morte? La pellicule est endommagée? Non, un cascadeur s'est fait tuer par un requin. Quoi? Mais c'est génial, écoute, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas prévenir la presse, on va baser toute la promo du film là-dessus, genre un cascadeur est mort bouffé par un requin pour que vous voyiez ce film. On va lancer la rumeur qu'on a gardé la scène dans le montage final et surtout, on va renommer le titre Shark. Vous voyez mon petit Augustin, des occasions comme ça ne se produit qu'une fois dans la vie de producteur. Ce n'est qu'ensuite que sort le cultissime Les Dents de la Mer, ou Jaws en version originale, ce qui signifie mâchoire, de Steven Spielberg et qui a un succès énorme, et à juste titre, car c'est vraiment mon chef-d'œuvre du 7e art. Si vous devez regarder un film de requin, c'est celui-là, regardez-le au moins une fois dans votre vie, vous ne perdrez pas votre temps, je vous promets. Sorti en 1975, le film est l'adaptation du roman de Peter Benchley, sorti un an auparavant. Et avant d'être un bon film de requin, ce qui est un concept totalement relatif, vous en conviendrez, c'est surtout un putain de bon film qui est considéré comme le premier blockbuster américain de l'histoire. On a des personnages attachants et travaillés, ce que les films actuels ont du mal à faire dans l'ensemble, ainsi qu'une histoire réellement captivante. Martin Brody, nouvellement nommé chef de la police de la petite île d'Amity, est alerté de la disparition d'une jeune fille dont il retrouve plus tard les restes. Alors qu'il s'apprête à fermer les plages, le conseil municipal lui tombe dessus en le persuadant qu'il s'agit d'une mort accidentelle et en lui disant que bon, ça se fait pas trop de fermer les plages alors que la fête nationale approche. Sauf que, quelques jours plus tard, et sous les yeux des habitants, un garçon est dévoré à quelques mètres de la plage. Un expert océanographe, Matt Hooper, est envoyé sur l'île pour aider Brody à résoudre le problème, mais ils vont devoir se confronter à un maire et à une population sourde et avide de fric qui préfère risquer la vie des gens plutôt que de perdre de l'argent pour la fête nationale. Ils partent alors à la chasse aux requins avec Quinn, le chasseur local taciturne et timbré, pour mettre un terme au massacre. Et là, avec ce que je viens de vous raconter, vous commencez à comprendre que Les Dents de la Mer est en fait plus proche d'un polar, comme par exemple Le Chien de Baskerville, que d'un film d'horreur. Le schéma narratif est le même que celui d'une enquête policière. Découverte d'un crime, enquête pour démasquer le meurtrier, et la traque qui amène à la résolution de l'affaire. D'ailleurs, ma partie préférée du film est la première, car la plus intense. Ensuite, comme dans
tous les bons films de monstres, on te balance pas la bestiole en gros plan dès les premières minutes du film. Le requin est là, on le sait, mais on le voit d'abord que de manière très subjective, rendant ces rares apparitions bien plus impressionnantes. Bon, les effets spéciaux ont beaucoup vieilli, mais bon, le film date de 1975 quand même, hein, c'était il y a plus de 40 ans. Certaines scènes vous glacent le sang alors qu'il n'y a pas l'ombre d'un requin à l'horizon. Comme celle où, après une bonne rigolade, Quinn rapporte qu'il était à bord de l'USS Indianapolis, un croiseur lourd de l'armée américaine qui a été torpillé par un sous-marin japonais. Les survivants sont restés à l'eau 4 jours avant qu'on ne les repêche. 4 jours pendant lesquels beaucoup sont morts de faim, de soif, de froid, et dévorés par des requins attirés par les cadavres et le bruit dans l'eau. Il y a de quoi rendre les gens cinglés. A noter que le héros est ablutophobe, ce qui signifie qu'il a peur de se noyer, ce qui renforce notre empathie à son égard. Le film engendrera 3 suites plus ou moins mal aimées, à tort ou à raison, mais très souvent à raison. Je vais donc vous parler des Dents de la Mer, deuxième partie. Dans les Dents de la Mer, deuxième partie. Non, ne regarde pas comme ça, je refuse de faire cette blague. On l'a fait trop souvent, c'est plus marrant à la fin. On a donc les Dents de la Mer, deuxième partie, qui ne vaut pas l'original bien entendu, mais qui a un certain charme et qui reste toutefois assez agréable à regarder un soir d'été. Quelques années après le premier film, une série de disparitions se produit à Amity et Martin Brody pense un nouveau requin et devient un petit peu parano. Et après ce qui s'est passé dans le premier film, on le comprend. Personnellement, je serais parano aussi. Mais bon, les blaireaux du conseil municipal ne veulent pas de nouvelles catastrophes et le virent. Pendant ce temps, le requin continue son festin alors que les fils de Brody et les amis du plus grand vont faire un tour de voile au large et se font attaquer par le requin. Et les gens ont détesté ce film. Et honnêtement, je vois pas pourquoi. C'est ok, c'est pas à la hauteur du premier. Je suis d'accord. Encore une fois, quel film peut l'être? Mais c'est quand même une suite assez sympathique, assez agréable à voir et surtout à écouter. Il y a John Williams qui est de retour à la musique, bon sang. Avec un thème qui est certes pas si marquant que le premier, mais qui est quand même agréable. On a aussi tout le casting qui est de retour. La petite ville d'Amity qui a vraiment pas bougé. Les personnages ont toujours les mêmes caractéristiques. Et vraiment, c'est une suite honorable. Si on accepte le fait que les habitants soient tous amnésiques ou très cons, hein, je vais vous faire un petit résumé de ce qui se passe dans le film. Attention spoiler. Monsieur le maire, on a une nouvelle affaire de requin sur les bras. Vous avez des preuves? Ah, on a 3 personnes qui ont disparu, et puis un navire qui a explosé dans des circonstances mystérieuses. Écoutez, cher ami, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas suffisant. Bah, on a quand même une photo du requin. Ok, t'es bien. Après cette suite plus ou moins mal aimée et équilibrée, arrivent les Dents de la Mer 3 ou 3D et les Dents de la Mer 4 ou La Revanche. Et là, j'ai vraiment pas grand chose de positif à dire dessus. En fait, il n'y a pas grand chose à dire tout court. Le 3 se passe dans un parc d'attractions style Marineland, et si l'histoire aurait pu être sympathique, le jeu d'acteur est pas terrible, voire mauvais. Et le gros point faible du film, c'est surtout ses effets spéciaux dégueulasses. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire un Jaws 3D. Donc certains éléments doivent se détacher du fond pour vous arriver en pleine face dans la salle de cinéma. Et ça, c'est juste pour le cinéma. Parce qu'à l'époque, t'avais des VHS. Et sur les VHS, tu pouvais pas regarder un film en 3D. Donc en fait, ils ont fait de la merde. Voilà. Vous prendrez encore un petit peu de fond vert? Ah oui, s'il vous plaît. Et un petit peu de requin en carton-pâte? Non, ça va, j'étais un petit peu. Mais voilà, Les Dents de la Mer 3, c'est un film qui peut très bien marcher sur vous. Uniquement si vous avez moins de 10 ans. Moi, je me souviens l'avoir vu à 9 ans avec mon grand frère. Vraiment, on l'avait trouvé bien, quoi. On s'est dit, waouh. Puis après, on l'a revu en tant qu'adulte. Puis là, on s'est dit, non, c'est de la merde, allez, on se casse. Les Dents de la Mer, La Revanche. Voilà, quoi. Hein. Dès les premières minutes du film, un des fils Brody se fait tuer et la prochaine mort se fait presque à la fin du film. Sérieusement, il y a 2 morts dans ce film. 2! Il y a aussi quelques attaques, mais bon... Tu t'appelles Les Dents de la Mer et tu ne tues que 2 personnages. Va chier! Mais en plus, là, on a vraiment un scénario catastrophique, un jeu d'acteurs pourri, des personnages écrits avec les pieds et des faux raccords à gogo. Il faut l'achever, il faut l'achever! Non, donne-lui une autre chance. Non, mais laisse-moi l'achever, là!
Et c'est la salsa des incohérences scénaristiques, tel qu'un gars qui se fait bouffer, oui, je dis bien qui se fait bouffer devant nos yeux, et qui revient à la fin juste superficiellement blessé, parce que le public test avait pas trop aimé qu'il se fasse manger. C'est vraiment de la merde! Ok, vas-y. On en vient ensuite au plagiat des Dents de la Mer. Ah non mais vraiment, hein, pour la mort au large, c'est quasi un copier-coller du film. Même le gars qui reprend le rôle de Queen lui ressemble. Non mais attendez, je les mets côte à côte, on dirait des jumeaux. Encore, bon, ce serait un plagiat spaghetti de bonne qualité. Ça se regarderait sans trop de problème. Mais là, les acteurs, ils en ont tellement, mais alors tellement rien à foutre. Et ils font tout le temps la gueule. Et on peut même pas être inquiet pour eux. Même eux, ils s'en taponnent royalement le coquillard que leurs potes se fassent bouffer, ou que eux-mêmes se fassent bouffer. Ils expriment rien, et ils parlent sur un ton monocorde pendant les 90 minutes du film, et jouent tellement mal que ça se voit que c'est pas le requin qui les projette en tapant sur les bateaux ou les pontons, mais que c'est eux qui sautent. En plus, on a des plans qui durent, mais qui durent, et on a des ralentis, toutes les 30 secondes. Ce film, c'est les Dents de la Mer, version série Z, où le requin peut faire exploser des bateaux en les tapant du bout du nez. Ah non, mais vraiment, hein. Il fait exploser des bateaux en les tapant avec son nez. C'est ennuyant, c'est mal joué, et je crois que jamais je me suis autant fait chier devant un film. Pourtant j'en ai vu des nanars, et puis des nanars de requins là, j'en ai vu à foison. Mais comme ça, jamais. Ensuite, on a Cruel Jaws, qui était auparavant nommé Jaws 5, soit les Dents de la Mer 5 en français, avant qu'on leur colle un procès, et ce, à juste titre. Je vais pas en parler, parce que je l'ai pas vu en entier, tellement il était nul et mal filmé, et un repompage grossier des Dents de la Mer. En fait, je me suis arrêtée de le regarder quand je me suis rendu compte que les 3/4 des scènes étaient tirées des films La mort au large, et Dans la mer, Dans de la mer 2e partie. Puis faut pas déconner, ma résistance au navet, elle a ses limites aussi. Et après La mort au large, je dois vous avouer que je n'avais qu'une envie, c'était de me tirer une balle dans la tête. Arrivent ensuite les années 2000, avec toute une panoplie de films pas terribles, même si l'intention reste de faire du divertissement honorable. Ce genre de film qu'on se regarde avec les potes dans une soirée bien popcorn ou avec son petit frère pour lui filer la pétoche et l'empêcher d'aller se baigner à la mer pour lui faire passer des vacances de merde. On a quelques petites surprises comme Open Water en 2003, qui est plus un film sur les relations de couple et un film de survie qu'un film sur les requins à proprement parler. Le budget est ridicule, 130 000 $, et on a que des requins-tigres qu'on ne voit même pas dans le film. C'est très réaliste et tiré d'une histoire vraie, et ça met en scène un couple de plongeurs oubliés par leur bateau et devant survivre en pleine mer. Là, pas d'effusion de sang, mais une réelle tension qui vous tiendra en haleine jusqu'à la scène finale mémorable. On peut aussi citer Peur bleue en 1999, qui est un petit film assez sympathique dans le genre. En plus, il y a Samuel L. Jackson dedans, donc déjà, pour moi, c'est un plus. Le film commence par l'attaque du bateau de jeunes gens par un requin échappé d'un centre de recherche. Mais heureusement, il est arrêté à temps. Inquiet après l'incident, le patron de la boîte se rend alors sur la plateforme scientifique où le docteur Susan McAllister et son équipe font des recherches sur le cerveau de 3 requins mako pour trouver un remède à la maladie d'Alzheimer. Les membres du complexe partent en week-end, sauf l'équipe principale, et lors d'une expérience qui tourne mal, le complexe subit d'énormes dommages et les requins, devenus bien plus intelligents grâce aux manipulations génétiques, pourchassent les humains qui doivent retourner à la surface avant que le complexe aquatique ne s'écroule sur eux. Et vraiment, je dois avouer que c'est un bon film. Sérieusement, on a un jeu d'acteur qui est crédible, mis à part Samuel L. Jackson, lui, il n'est pas crédible, il est parfait. Des effets spéciaux qui tiennent vraiment la route, même encore aujourd'hui, et pourtant c'est un film qui est sorti il y a 20 ans, et on est en face d'un film qui propose un scénario qui est divertissant, et qui en plus se prend pas au sérieux, mais qui se prend pas au sérieux de la bonne façon, mais pas je suis un requin, je fais ce que je veux. En plus on a des passages vraiment marrants, aka le cuisinier dans son four, ou sinon des petits clins d'œil aux Dents de la Mer, notamment la manière de mourir des requins, et le requin tigre qui avale une plaque d'immatriculation. Petite parenthèse, mais après avoir revu le film, je me suis rendu compte qu'il reprend plein d'éléments de Jurassic Park. Après un incident, des gens viennent inspecter une île peuplée d'animaux génétiquement modifiés qui s'échappent et s'en prennent à l'homme. On a un riche milliardaire, les employés qui partent en week-end, une tempête tropicale qui arrive au moment où il faut pas,
une scène d'attaque dans une cuisine et un personnage qui se cache dans un four. Ouais, ça m'avait échappé à l'époque où je l'ai vu. Et pendant longtemps, le film de requin est associé à de la série B, voire Z pour adolescents, ou à des nanars. Ce qu'ils sont, hein, soyons honnêtes. On a eu de vaines tentatives, hein, comme Dark Tide avec Halle Berry. La pauvre, entre ça et Catwoman, je pense qu'elle a dû souffrir. Bref, on notera aussi la série des Shark Attack, une série de téléfilms assez pourris dont le premier est ennuyeux, le second un bon nanar sanglant, le troisième... on réutilise des images de requins en boucle, et le quatrième que je n'ai pas vu et qui n'a pas l'air beaucoup mieux. J'adore les films de requins, mais je reconnais très volontiers que ce sont des plaisirs coupables. Du moins l'était-il jusqu'à la deuxième partie des années 2000. Car à partir de ce moment-là a commencé à émerger un nouveau style de film de requins. Je crois que ça a commencé avec Giant Shark vs Giant Octopus. À moins que ce soit Shark in the News. Difficile à dire. Bref, on a commencé à avoir la mode des faux nanars. Je vous conseille d'aller voir la vidéo du fossoyeur de films sur les nanars, il vous expliquera le sujet bien mieux que moi. Mais pour l'instant, restez là parce qu'on va remuer le fond des tiroirs du diable. Les connaisseurs savent de quoi je parle, mais pour les autres, on va faire un petit listing des pires films de requins. Accrochez-vous parce que c'est pas une blague, les films dont je vous parlais existent vraiment. Sharknado. Une tornade géante envoie valser des milliers de requins sur Los Angeles, qui survivent bien entendu et dévorent la population. Finn, avec l'aide de ses amis, part retrouver sa famille pour leur éviter de finir dans les mâchoires des terribles requins volants. Sand Shark. Des requins préhistoriques vivant dans le sable se réveillent subitement pour manger les humains à même la plage. Mega Shark versus Giant Octopus. Un mégalodon et une pieuvre géante sont par mégarde libérés de la glace où ils étaient endormis et sèment la terreur dans les océans et dans les airs, hein, avec une superbe scène où le mégalodon dévore un avion avant de se castagner bien fort. Mega Shark versus Mecha Shark. Exactement comme dans le film précédent, un mégalodon est sorti de son sommeil millénaire et va défoncer de l'homo sapiens jusqu'à ce qu'on lui oppose un robot mégalodon. Avalanche Shark. Des jeunes venus passer leurs vacances de printemps à la montagne se font becter un à un après une détonation destinée à prévenir les avalanches et qui a suspense réveiller un requin préhistorique. Ghost Shark. Après avoir été tué et torturé par un pêcheur, un grand requin blanc devient un fantôme et se venge en tuant les humains se trouvant à portée d'un point d'eau, que ce soit une piscine, une baignoire, un verre d'eau ou même une fuite de plomberie. Et non, je déconne pas, ce truc existe vraiment. L'attaque du requin à deux têtes. Un requin bicéphale se fait un festin en dévorant les gens. Et non mais l'attaque du requin à 5 têtes. Non mais sérieux les gars, c'est n'importe quoi cette... Et vous savez quoi? C'est le but précis de ces films. Hein. Apparemment, plus c'est mauvais, plus les gens les regardent et les apprécient. Faudra m'expliquer. Alors, ça peut être apprécié. Hein. D'ailleurs, il y a peut-être certains d'entre vous qui apprécient ce genre de film. Mais personnellement, moi, j'arrive pas à accrocher. Alors moi, quand je regarde un film comme ça, c'est comme s'il y avait un gars qui me tenait avec un flingue sur la tempe en me disant « Oh, regarde, c'est bon, c'est de la merde. » Plus c'est de la merde, plus c'est bon. Et t'as intérêt à apprécier, hein. Je ne sais pas comment te le dire, mais aujourd'hui, ce qui marche, c'est merde. Le grand requin blanc, ben voilà, on en a marre, on l'a vu. Alors que une tornade de requins verts, fantômes, couleur merde, eh ben ça les gens ils adorent. Parce que, voilà, c'est bon la merde, c'est délicieux. Alors, est-ce que les films de requins sont mauvais? La réponse est oui. Non, en effet, tout dépend de votre appréciation. Si vous n'appréciez pas le scénario de humains se faire bouffer par requins, il y a fort à parier que vous n'aimerez pas ce genre de film. Même pour les dents de la mer, ça peut être compliqué. Moi, je connais des gens qui adorent le cinéma, mais qui détestent ce film parce que simplement, il y a un requin dedans. Et à contrario, si ce genre d'intrigue vous amuse ou vous intéresse, il y a fort à parier que vous trouverez votre bonheur, même parmi des films de série B, voire Z. Donc pour résumer, si vous voulez du grand art, passez votre chemin en ce qui concerne les films de requins. Si vous voulez juste vous détendre un bon coup, allez-y, prenez une bière, regardez un nanar, volontaire ou non. Les films de requins sont majoritairement mauvais parce qu'ils n'ont pas d'autre but que d'être des films de requins. Rien de plus, rien de moins. Un requin, des gens, du sang, c'est tout.
Et les films d'aujourd'hui ne se soucient plus de la peur d'être dévoré vivant, ou de ce qui est vraiment terrifiant lors d'une attaque de requin, de ne pas le voir arriver. C'est ça qui est effrayant. Et pas des litres et des litres de sang dans l'eau, ou un requin qui rugit, qui saute sur les bateaux, qui va manger 4 personnes en une journée juste pour les besoins du film. En plus, la plupart des films de requins montrent cet animal sous un jour très négatif. Dans le premier Les Dents de la Mer, Hooper nous laisse entendre que si les plages avaient été fermées après la première attaque, le requin n'aurait pas considéré la baie d'Amity comme un garde-manger et serait reparti. Dans Peur Bleue, les requins sont génétiquement modifiés et n'ont pas un comportement normal. Dans Open Water, les 2 premières morsures sont plus ou moins superficielles et le comportement des requins-tigres est en raccord avec la réalité. Un bon film, c'est avant tout un bon scénario et des personnages auxquels on s'attache. Les 3/4 des films de requins ne remplissent pas ce cahier des charges, car c'est des films à petit budget, ou alors des films qui sont faits pour être juste du pur slasher movie. Dans Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, au contraire, on a des personnages auxquels on peut s'attacher, on peut même s'identifier pour certains, ainsi qu'un monde autour du requin. On a la petite ville d'Amity, on a le chef, on a sa femme, on a la plage, on voit beaucoup de choses. Quant au requin, on ne le voit qu'à partir de 1h30 du film. La star du film n'est visible qu'à partir de 1h30 de film, ce qui montre bien qu'on a une certaine tension, c'est pour ça que le film est bon. Bon, sur ce, je vous laisse parce que je dois encore aller au cinéma pour voir un autre film pour préparer la prochaine vidéo. Allez, à ciao. Hey, Bruce!